C'est un événement historique. Aujourd'hui, Sophie Adno va devenir la première femme française à sortir dans l'espace. À bord de la Station Spatiale Internationale, Sophie Adno répétait encore ces dernières heures chacun des gestes de sa future mission. Avec l'astronaute américain Emil Menon, elle devra remplacer cette antenne défectueuse qui permet les communications avec les équipes au sol. 6h30 d'intervention dans le vide, à 400 km de la Terre et à 28 000 km/h. Une expérience à couper le souffle, mais très éprouvante. Une expérience à couper le souffle, oui, mesdames et messieurs, c'est un jour historique à graver dans nos mémoires, à graver dans l'histoire. La première française astronaute qui va faire une sortie extravéhiculaire. On a volontairement choisi de mettre un peu en scène sur le plan sonore. Merci à Anthony à la réalisation pour son montage. Ce moment, Clément Barguin avec notre invité, on va en parler dans un instant. Avec Benjamin Peter, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Bonjour Benjamin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Alors ouais, c'est un événement qu'on peut qualifier d'historique aujourd'hui. Oui, c'est un événement historique parce que effectivement, c'est la première française à réaliser une sortie extravéhiculaire. On sait qu'avant, il y a eu Claudie Hénuret qui était déjà allée dans l'espace, mais qui a fait des séjours plutôt courts, une fois dans Mir, une fois dans la Station Spatiale Internationale, et elle n'est jamais sortie à l'extérieur avec un scaphandre. Vous savez, ce scaphandre qui permet en fait d'aller dehors. C'est une sorte de mini vaisseau spatial qui vous donne de l'énergie, de l'oxygène, qui régule aussi votre température, parce que en fait quand vous êtes dehors, vous allez avoir 45 minutes de jour puis 45 minutes de nuit, donc 150 degrés puis moins 150 degrés quand il fait nuit. Donc tout ça, il faut avoir un bon équipement, et effectivement ça va être un moment historique. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre, en tout cas nous ici à la Cité de l'Espace avec nos visiteurs. On va mettre ça sur tous les écrans à partir de 14h35. Ça va durer 6h30 pour changer en fait une antenne qui est défaillante. Une sortie extravéhiculaire, ce n'est jamais anodin, c'est dangereux. Quels sont les risques qu'elle encourt en sortant de la station spatiale? C'est une sortie qui va durer plus de 6 heures. Alors les risques, ils sont partout. Et c'est pour ça qu'on ne sort jamais dans l'espace pour le plaisir, pour rien. On le fait vraiment parce qu'il y a une nécessité, et notamment une nécessité sur l'entretien de la station spatiale. Ça fait partie vraiment des missions des astronautes d'entretenir cette station orbitale. Et là, c'est une antenne qui ne fonctionne plus. Donc oui, il y a des risques. C'est-à-dire que quand vous êtes face au vide spatial, je vous disais la température, mais les radiations. Enfin voilà, il y a beaucoup de risques qui peuvent être là. Et puis les débris aussi spatiaux. Exactement, les débris spatiaux, on pense alors on a tous en tête Gravity par exemple dans ce cas-là qui est un cas extrême, mais ça fait partie des choses qui sont surveillées. C'est pour ça qu'on surveille les débris les plus volumineux pour ne pas être confronté à ce type de problème. Les plus petits qui peuvent avoir l'impact d'une balle de fusil. Exactement, même les plus petits peuvent heurter et ça, alors c'est le cas quand on est en sortie extravéhiculaire, mais même l'ISS peut parfois être menacé dans ces cas-là. Mais toujours est-il que il y a des dangers. Il y a des dangers aussi. C'est pour ça qu'on s'accroche en permanence. C'est-à-dire qu'un peu comme à l'acrobranche, on est toujours en train de s'accrocher sur 2 points avec des mousquetons, etc., avec des longes qui font parfois plusieurs mètres. L'Américain, lui, Emil Menon, qui sera le leader de cette sortie extravéhiculaire, sera même sur le bras robotique canadien. Donc qui va lui permettre de se déplacer, d'accéder un peu plus rapidement à certains endroits et donc de déplacer les objets volumineux. Donc oui, il y a des risques. On se souvient aussi par exemple en 2013 d'un astronaute italien, Luca Parmitano, qui avait failli se noyer dans son propre scaphandre, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau qui fuyait, il y avait une petite fuite et qui venait se coller au niveau de son visage. Donc c'était il est revenu un peu à tâtons, les yeux fermés jusqu'au sas. C'est ses camarades qui l'ont vite déséquipé pour pouvoir l'éponger. Donc c'est jamais anodin. Et donc on va suivre. On sait qu'ils se préparent à l'ensemble des cas de figure. Ça fait partie de leur formation. On sait que des astronautes, 90% de leur formation, c'est des phénomènes, des choses qui pourraient mal se passer. Donc on prévoit tout. On a des checklists pour absolument tout, et c'est pour ça que ça dure longtemps et que chaque geste sera vraiment très précis. Justement, comment on se prépare? Il y a une préparation, j'imagine, physique, mais aussi mentale. Comment on appréhende cette sortie? Alors la préparation, en fait, elle date d'il y a plusieurs années pour dire la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est déjà préparée. Elle a fait 150 heures en piscine déjà, que ce soit à Cologne, donc en Allemagne, au Centre européen des astronautes en Allemagne, mais aussi à Houston ensuite, quand elle a été assignée à sa mission. Et ça montre aussi l'excellence d'ailleurs de
de la formation européenne dans ce domaine-là, puisque vraiment les Européens sont très prisés, on sait qu'ils sont particulièrement bien formés pour le faire, donc on se prépare déjà à faire les gestes, parfois même à faire les mêmes gestes, on se prépare des fois même pour exactement cette mission-là, et puis oui, mentalement, c'est-à-dire qu'il y a aussi des préparateurs mentaux. Quand vous écoutez d'autres astronautes, ils vous expliquent très clairement que quand vous ouvrez le sas et qu'il faut se jeter dans le vide, entre guillemets, même si vous êtes en apesanteur, eh bien, c'est très impressionnant. C'est ce qui explique d'ailleurs Thomas Pesquet dans son livre, que voilà, c'est quand même un moment assez particulier, même si c'est le Graal. Enfin, tous le disent, le présentent comme tel. C'est-à-dire que c'est le rêve dans le rêve. Aller dans l'ISS, c'est déjà un rêve, mais alors, aller en scaphandre, qui est l'image d'Épinal, quand on dessine un astronaute, on le met en scaphandre, c'est vraiment le gros plus. Et puis je pense qu'il y a encore un rêve dans le rêve dans le rêve pour Sophie Adno, c'est qu'on fête en ce moment les 30 ans de la mission de Claudie Aigneret. Hier c'était les 30 ans de son décollage. Wow. Donc elle qui présente ce moment-là, ses 14 ans où elle a vu décoller Claudie Aigneret comme le moment marquant qui l'a inspiré pour devenir astronaute. Je pense que pour elle, c'est encore plus fort de vivre ça en août 2026. Et vous avez des contacts avec Sophie Adno, vous avez pu discuter de tout ça, j'imagine forcément qu'il y a des contacts réguliers avec la Terre. Alors, il y a des contacts réguliers avec la Terre, pas forcément avec nous. Alors, on a eu, il y a un peu moins d'un mois, on a fait une in-flight call, on appelle ça, donc un duplex, tout simplement, avec aujourd'hui ça se fait même simplement en Zoom ou en Teams de cette manière-là, donc on peut in-flight call, ça veut dire appel en vol. Exactement, un appel en vol, donc un duplex avec elle de cette manière-là pour discuter avec les visiteurs aussi qui ont pu discuter avec elle, poser leurs questions. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement codifié. On peut pas l'appeler tous les jours de cette manière-là, mais en tout cas c'est une façon un peu d'avoir pu communiquer avec elle et directement avec la Cité de l'Espace, en effet. C'est tout de même incroyable ce moment qui sera visible à partir de 14h35, notamment à la Cité de l'Espace, dont vous êtes le représentant. J'imagine qu'il y a une grosse affluence pour assister à cet événement aujourd'hui, surtout en plein mois d'août où on est en vacances. Ça, c'est une activité où on peut venir se mettre au frais aussi. Alors tout à fait, en plus ça va être retransmis sur des écrans à l'intérieur, donc où c'est climatisé, donc faut pas hésiter à venir à la Cité de l'Espace pour assister à ça. Donc effectivement quand on est à Toulouse, donc à partir de 14h35 il y aura l'ouverture du SAS, donc nous on va le retransmettre sur effectivement plusieurs écrans, et notamment dans une zone qui s'appelle l'exposition Epsilon, du nom de la mission de Sophie Adno, où tous les jours en fait on a des animateurs qui expliquent qui est Sophie Adno, ce qu'elle fait, quelles sont ses expériences. Et forcément, l'ensemble de l'animation aujourd'hui sera axé sur ce moment-là pour décrypter, pour expliquer, pour que vraiment les visiteurs puissent comprendre en quoi ça consiste et pourquoi c'est si long, pourquoi c'est si difficile aussi. Vous savez, quand vous êtes dans un scaphandre, c'est comme si vous aviez à la main des balles de tennis chaque fois que vous essayez de saisir quelque chose. Donc c'est éprouvant physiquement. Et tout ça, on va l'expliquer à nos visiteurs. Et pour ceux qui ne sont pas forcément à Toulouse et à la Cité de l'Espace, on peut suivre aussi cette diffusion, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Alors déjà, l'Agence spatiale européenne, la NASA retransmettent l'intégralité. Donc, ça dure 6h30, donc il faut peut-être qu'on peut venir régulièrement la voir, puis faire autre chose et y revenir, etc. Nous, en tout cas, on va la diffuser en intégralité. En plus, alors ils ont eu le bon goût de faire ça un jour de nocturne pour jour. Aujourd'hui, nous on ferme à 23h, donc ça fait qu'on va pouvoir la voir jusqu'à la fin et même un peu débriefer avec nos visiteurs. Donc ça va être vraiment un moment très important. Et puis parce que c'est pas toujours le cas, il y a des astronautes qui le font pas, qui passent 6 mois dans l'espace sans jamais sortir. Donc ça montre vraiment l'excellence de Sophie Adno et l'excellence de la formation européenne, encore une fois. Et quand on passe plus de 6 heures dans un scaphandre, donc question très pratico-pratique, mais je sais pas, est-ce qu'il faut s'alimenter, est-ce qu'il faut boire, comment ça se passe ? Alors oui, vous avez en fait des gourdes qui permettent de boire. Voilà, une petite paille qui est sur le côté qui permet de boire pour les astronautes, qui permet un petit peu aussi de s'alimenter puisqu'il y a quelques nutriments à l'intérieur, etc. Ils portent des couches aussi, en fait. Ça aussi, il faut l'expliquer parce que 6h30, il faut aussi pouvoir aller aux toilettes. Donc, c'est notamment pour les astronautes qu'on a créé les couches qui sont utilisées aujourd'hui par des bébés. Donc, ça fait partie des applications terrestres, des choses qui ont été développées au départ pour l'espace. Et donc voilà. Donc, ça fait partie, et puis ils communiquent en permanence, donc avec, le sol, qui leur donne quelques instructions, et puis aussi avec leurs collègues qui se trouvent à l'intérieur, qui les assistent,
qui vont leur donner des conseils, qui vérifient leur constante en permanence pour s'assurer que tout se passe bien et éventuellement les faire revenir si un problème devait survenir. Alors, c'est une question un peu particulière que je vais vous poser, mais elle s'est posée notamment dans le sport. Peut-être que justement Sophie Adno peut nous apporter là aussi une clairvoyance collective sur la question de la gestion des cycles menstruels dans l'espace. Alors elle et d'autres l'ont fait avant elle, mais notamment sur une sortie extravéhiculaire, si vous êtes en période de règles, ça doit être d'autant plus inconfortable pour une femme. Oui, c'est effectivement quelque chose qui doit être anticipé. On sait que pendant des années, pour les femmes, on leur proposait des pilules contraceptives qui bloquaient complètement les règles pendant ces périodes où elles se retrouvaient dans l'espace. C'était aussi parfois des séjours plus courts, donc les choses pouvaient parfois s'anticiper. En tout cas, alors je suis pas dans la confidence en ce qui concerne Sophie Adno, je sais qu'aujourd'hui on leur propose un petit peu de faire ce qu'elles veulent, mais en tout cas ça fait partie des choses qui sont pensées. Même après il y a aussi par exemple la combinaison qui au départ n'était pas du tout pensée pour le scaphandre, au départ n'était pas du tout pensée pour des femmes. Donc ça aussi ça fait partie des choses qui ont évolué pour pouvoir s'adapter à la morphologie féminine par exemple. Je suis très heureux qu'on puisse aborder cette question très librement sur l'antenne de Sud Radio parce que on n'ose pas, on pense que c'est tabou, mais c'est un vrai sujet et justement ça doit aussi dire que même sur les missions spatiales, et visiblement ils ont pensé à tout, c'est parfaitement un métier ouvert aux femmes, c'est aussi ce que représente Sophie Adno et ça doit aussi inspirer nos petites filles. Moi, je suis papa d'une petite fille, je le dis. Et si un jour elle a envie d'aller dans l'espace, j'aimerais bien qu'elle soit inspirée par des femmes comme Sophie Adno. Vous avez peut-être des petites filles, vous, qui viennent regarder avec les yeux pleins de rêves. Oui, on a beaucoup de petites filles qui viennent effectivement et qui la voient comme un modèle, un peu comme Claudie Henry a été un modèle elle-même pour Sophie Adno à l'époque. Donc il y a une forme de transmission dans ce domaine-là. Après, Sophie Adno le dit, elle veut inspirer autant les petits garçons que les petites filles, mais c'est vrai que les petites filles, c'est aussi pour les inspirer vers les parce que tout le monde va pas pouvoir devenir astronaute. Il faut pas se leurrer non plus. Les places sont extrêmement chères. Moi, ce sera le mois prochain. Vous avez dit qu'on pouvait y aller les yeux fermés, donc a priori là-dessus je coche toutes les cases. Pardon, allez-y. Mais en tout cas voilà, vers les carrières scientifiques, se dire que c'est possible, qu'il faut pas ou en tout cas qu'il faut croire à ses rêves. En tout cas, c'est vraiment le discours qu'elle tient, qu'elle veut porter, et notamment à son retour. Vous savez que dans quelques semaines, quelques mois, elle va revenir faire ce qu'on appelle le post-tour, donc où elle va venir un peu partout pour expliquer un petit peu comment les choses se sont passées, raconter son aventure et puis justement donner envie à d'autres de croire en leurs rêves, de faire des sciences pour faire progresser toute notre nos connaissances en tout cas dans ce domaine. Les prérequis pour devenir astronaute. Il faut cocher toutes les cases dans tous les domaines, c'est à peu près ça. Allez-y, parce que moi ça m'intéresse, là je prends des notes. C'est ça. Allez-y, donc les yeux fermés, ça c'est bon, c'est coché. Après. Très honnête. Vous savez, on a une animation ici à la Cité de l'Espace qui s'appelle Comment l'ESA recrute ses astronautes. Donc comment l'Agence spatiale européenne recrute ses astronautes. Ouais. Où on fait passer un petit peu des tests justement. Alors il y a des tests sur la mémoire, il y a des tests ça, c'est sur. Bon. J'ai pas de prompteur. Sur le daltonisme. Alors ça, pas de problème. Voilà. Il y a des tests aussi sur alors la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, et puis ce qu'il faut aussi, c'est particulièrement savoir travailler en équipe. Autant à l'époque du début de la conquête spatiale, on cherchait quelque part un peu des cow-boys, des gens qui étaient prêts à prendre des risques inconsidérés dans tous les sens. Aujourd'hui, on cherche des gens qui ont envie de travailler ensemble, qui sont capables de réaliser des choses ensemble en travaillant ensemble. Et donc, il y a des tests, par exemple, comme ça, où on leur demande, ils font des sortes de jeux vidéo, où certaines actions ont des influences sur ce que font les autres, et en fait, ils doivent comprendre d'eux-mêmes qu'il faut qu'ils collaborent plutôt qu'ils soient en concurrence. Et donc, c'est ça qui fait qu'ils ont été sélectionnés, c'est qu'ils ont envie de collaborer, envie de travailler ensemble, et puis après, ce sont des têtes, ce sont des gens qui sont extrêmement doués dans tous les domaines. Sophie Adno, elle est colonel de l'armée de l'air, il faut quand même être colonel. En tout cas, Thomas Pesquet n'était pas militaire, Thomas Pesquet, alors maintenant il est parce que c'est pas bon pour moi. Mais Clément, est-ce que j'arrive à travailler en équipe? Je me renseigne quand même. Oui, pour savoir je pense que vous pouvez aussi cocher cette case-là. D'accord, donc alors celle-là, c'est coché. Il faut être pilote, peut-être, non?
Pilote, c'est pas mal quand même. C'est en tout cas un gros plus. Alors il faut avoir moins de 50 ans. Il faut effectivement. Qu'est-ce que je peux vous donner? Il faut savoir parler plusieurs langues. Il faut être prêt. Bon. Il va falloir apprendre le russe. Ça c'est pas bon. Ça, j'ai pas ça. Ça, vous pouvez l'apprendre après, hein, mais effectivement, ça fait partie des choses qu'il va falloir travailler très rapidement. J'ai une app sur mon téléphone pour ça, là, je crois. Ouais. Oui, vous pouvez. Voilà, c'est pas que ça suffira, mais en tout cas, ça peut vous donner un petit plus. Et puis voilà, ça fait partie des choses en tout cas qui vont être nécessaires. Et puis il faut avoir une appétence pour à la fois les sciences, l'ingénierie, et puis pour toutes les matières scientifiques d'une façon générale, c'est certain. Et aussi pour un peu, le gros plus, ça peut être de faire des sports extrêmes, du parachute, ce genre de choses. Ça c'est bon aussi. Écoutez, je coche beaucoup de cases visiblement. Maintenant, faut attendre le prochain moment. On va recruter des astronautes. C'est pas pour tout de suite. La dernière fois c'était 2022 avec Sophie Adno notamment, mais on sait pas quand sera le prochain grand recrutement, la prochaine sélection. Mais vous pouvez donner votre candidature. Je vais déjà venir m'entraîner chez vous. Voilà. Venez. Et avec Sud Radio. Peut-être qu'on va envisager de faire une émission avec vous. Sait-on jamais. Mais quand vous voulez. Depuis la Cité de l'Espace. En tout cas, Benjamin Peter, Clément Barguin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. C'était passionnant. Ça met des étoiles dans les yeux. On a envie de suivre cette sortie extravéhiculaire de Sophie Adno. C'est donc à suivre à partir de 14h35 et ça va durer, Benjamin, 6h30, c'est ça? C'est ça, exactement. 6h30 jusqu'à la fin. Et on pense qu'elle sera bien éprouvée à l'issue de ce moment-là, qui est l'équivalent d'un marathon à peu près. Quand vous avez fini ça, la dépense énergétique, c'est à peu près ça. Donc elle va être vraiment éreintée, probablement. Et merci beaucoup. À regarder en direct sur la chaîne YouTube, je crois. Des réseaux sociaux de la NASA et de l'Agence européenne et de la NASA. Merci infiniment. À vous de nous appeler au 0826 300 300, auditrices, auditeurs. Je vous dis à demain. Je veux remercier Clément Barguin qui m'a accompagné sur ce 12-13. Merci Anthony. À Anthony à la réalisation, à Jérémy au standard, à Antoine Dizy également pour la préparation des débats, à Albin Texera pour la préparation de nos entretiens, et puis à Louis Randazzo. Vous avez vu, une grosse équipe, comme quoi on peut travailler en équipe. Là aussi, j'ai une cage de cocher pour pouvoir partir dans l'espace. On est prêt. Moi, je suis prêt. J'ai très envie de continuer à vous accompagner tout au long de cet été, mes amis auditrices, auditeurs de Sud Radio. Merci pour votre confiance, de votre fidélité. Vous nous lâchez pas, parce que nous on vous lâche pas. Dans un instant, Jacques Pessis qui reçoit Hugo Frey, et puis à demain sur l'antenne de Sud Radio.